Économie le Mac sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire, aujourd'hui, la zone euro, et qu'on se le dise, elle attire toujours. Preuve en est l'intégration officielle jeudi dernier de la Lituanie, 19e membre. Que peut en espérer Vilnius, qui affiche des statistiques croissance chômage meilleures que ses nouveaux partenaires? Eh bien beaucoup malgré tout, c'est ce qu'on verra entre autres avec Eric Lewin, qui nous accompagne aujourd'hui. Il nous parlera également du Club Med. Et puis retour aussi sur la décision d'Israël de geler le transfert des taxes qu'il collecte au profit de l'autorité palestinienne. 127 millions de dollars par mois, c'est la réponse du gouvernement Netanyahou à la demande d'adhésion de Ramallah à la Cour pénale internationale. Les détails dans quelques minutes. Et voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant tout cela, notre tour du monde, comme d'habitude, de l'actu économique. On revient tout d'abord sur l'intervention ce matin du président français à l'antenne de France Inter. François Hollande a passé en revue l'ensemble des thèmes d'actualité, fiscalité, chômage, loi Macron, la Russie aussi, et puis la taxe financière de type Tobin, elle sera appliquée, promet le patron de l'Elysée, au plus tard en 2017. Les sommes récoltées serviront à lutter contre le réchauffement climatique. François Hollande dit aussi vouloir tout faire pour que la croissance dépasse le seuil de 1% cette année dans l'Hexagone. Et au sujet de l'Europe, il réaffirme le choix de son gouvernement, priorité à la croissance plutôt qu'à la rigueur. L'Europe ne peut plus être identifiée à de l'austérité. D'autant que maintenant la zone euro a été stabilisée, que l'union bancaire a été créée et installée et que nous avons aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont particulièrement bas. D'où la priorité que la France a donnée à la croissance, ce qui n'empêche pas de réduire les déficits publics et je m'en suis expliqué. En Europe toujours, si la courbe du chômage ne s'est pas encore inversée en France, comme l'a reconnu d'ailleurs le président, eh bien l'Espagne en revanche peut se féliciter d'une deuxième année consécutive de recul du nombre de chômeurs, moins 5,4% en 2014, c'est la plus forte baisse en 16 ans pour Madrid. Alors le taux de chômage reste élevé, autour de 23,5%, mais le nombre de contrats à durée indéterminée a lui progressé de 19% l'an dernier. Au Venezuela, on le sait, il y a urgence. Le budget 2015 de cet État pétrolier a été calculé sur la base d'un baril à $60. Or, il est descendu à $48 la semaine dernière pour la production locale. Et quand on sait que Caracas fait face à une récession, doublée d'une inflation hors norme, 63%, eh bien c'est du côté de Pékin que le président Maduro place désormais son espoir. Les échanges s'intensifient avec un accord l'an dernier pour exploiter 600 000 barils de pétrole quotidien. Cette fois, une visite est au programme avec des rencontres au plus haut niveau. Je me rendrai en République populaire de Chine. J'y suis invité par Xi Jinping, un grand camarade, et le grand chef de ce nouvel ordre mondial. Il ne fait aucun doute que la Chine est le grand leader de cette nouvelle ère, notre pays sœur, la Chine. Nous allons entreprendre de nouveaux et divers projets, économie, finance, énergie, technologie, éducation. Voilà un voyage entamé dès hier soir. Nicolas Maduro devrait ensuite se rendre dans certains pays de l'OPEP pour tenter d'obtenir une réduction de la production de pétrole. C'est pas gagné. Autre pays très dépendant de ses revenus énergétiques, c'est l'Iran. L'Iran qui ne pourra se développer dans l'isolement ni en voyant les investisseurs étrangers comme une menace. Ce sont les mots du président Rouhani. Pour lui, Téhéran doit renforcer son économie pour la rendre moins vulnérable à la conjoncture internationale. Comprenez, il faut diversifier les revenus face à la chute des cours du pétrole, une fois de plus. Notre expérience a démontré que le pays ne peut pas se développer dans l'isolement. L'époque où on disait que la présence d'investisseurs étrangers menaçait l'indépendance du pays est révolue. Voilà, l'Iran qui retrouvera dans 10 jours le groupe des 5+1 pour un nouveau round de discussion autour du dossier du nucléaire avec peut-être la levée des sanctions. Et puis au Japon, la croissance de la production manufacturière est restée stable en décembre, 52 pour l'indice PMI Market. En parallèle, le Nikkei a perdu 0,24% ce lundi pour sa première séance de l'année. Présent à la bourse de Tokyo, le ministre des Finances en a profité pour afficher ses ambitions. Nous voulons faire du Japon un centre de la finance en Asie. S'il y a des restrictions ou des règles qui empêchent de faire telle ou telle chose, s'il vous plaît, dites-le nous. Vous devez penser pour vous-même. Vous ne pouvez pas laisser les bureaucrates avoir ce type de réflexion. Pour que l'euro s'invite aussi chez elle, la Lituanie n'a eu peur de rien, ni des exigences de l'implacable BCE, ni des conditions drastiques du pacte de stabilité, ni même des déboires de la Grèce. Et c'est d'ailleurs dans un contexte de morosité pour la zone euro qu'elle a donc concrétisé jeudi dernier son adhésion. Alors plus qu'un événement économique, il s'agit surtout d'un choix politique, même si Vilnius, vous allez le voir, n'a pas épargné ses efforts. Johanna Citruc. Ils sont désormais quelques 337 millions d'Européens à utiliser la même devise, l'euro. Le 1er janvier,
la Lituanie est devenue le 19e pays à entrer dans la zone monétaire. Un passage apparemment réussi et vu de façon positive par près des 3/4 de la population. Je pense qu'il y a des aspects positifs, comme permettre aux hommes d'affaires lituaniens d'exporter davantage, ne pas avoir à changer de monnaie, avoir moins de taxes, et les banques aussi vont prendre un pourcentage moindre. De manière générale, la Lituanie sera plus attractive pour les investisseurs étrangers lorsqu'ils verront la situation ici, sans avoir besoin de convertir leur argent en litas. Pour moi, ce sera une bonne garantie pour une économie lituanienne forte et pour les investissements étrangers. Pourtant, Vilnius n'en est pas à son premier essai. En 2006, le pays tente une première fois d'intégrer la zone euro. Mais Bruxelles refuse pour cause d'inflation trop élevée. Plutôt que de dévaluer sa monnaie, le gouvernement opte pour une cure d'austérité, un régime drastique. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, la croissance frôle les 3%. Le chômage est en constante diminution. La dette publique tourne autour des 40% du PIB et l'inflation est quasi nulle. Mais avec ce passage à l'euro, certains craignent une nouvelle flambée des prix. Eh bien nous, les Lituaniens, nous avons un peu peur de voir les prix augmenter. Seule certitude, ce changement de devise permettra à la Lituanie de renforcer ses liens avec l'Occident. Et surtout, de bâtir un rempart monétaire face à la Russie, pénalisée par les sanctions économiques. Et voilà, les enjeux sont peut-être à aller chercher ailleurs finalement que dans des aspects purement économiques. Choix stratégique, l'Europe plutôt que la Russie comme allié. Ça rappelle un petit peu l'Ukraine d'ailleurs il y a quelques mois. Éric Lewin est avec nous, on le remercie. Bonjour Éric. Bonjour David. Bienvenue à vous, rédacteur en chef des publications Agora. Alors d'abord un mot rapide sur ce 19e membre de la zone euro. La Lituanie, peu d'impact pour la perception de la zone euro côté investisseur. Écoutez, en fait, la Lituanie est un pays qui se porte plutôt bien. La croissance devrait être de 3% en 2015, qui est nettement supérieur à ce qu'on aura en France, en Italie ou en Allemagne. Vous avez un déficit public qui est assez faible, ça représente 1% du PIB, quand vous pensez qu'en France c'est 4%, et puis vous avez une dette publique qui est de 40%. Un pays qui s'en sort bien. De toute façon, la Lituanie était déjà extrêmement arrimée à l'Europe, puisque par exemple 70% des prêts étaient déjà en euros. Il y a des investissements étrangers importants, ils sont assez bons dans les services financiers, dans l'agriculture, donc bref, c'est un pays plutôt qui nous fait du bien. Bons indicateurs. Et d'ailleurs, on a dit, c'est un petit peu un choix plus politique qu'économique. La zone euro qui reste quand même, ça c'est positif, perçu comme une zone de stabilité. Oui, en fait, c'est le troisième pays. Alors, vous savez que ce pays aurait dû en 2007 intégrer la zone euro, mais ils avaient une hyperinflation, donc ça avait été retardé de 7 à 8 ans. Mais finalement, c'est un pays qui va bien. C'est plutôt l'un des bons élèves de cette classe économique européenne qui attendent mal. Ouais. Alors en revanche, Éric, ce sur quoi les marchés seront sans doute un petit peu plus sensibles, ce sont les déclarations ce week-end d'Angela Merkel. Pour elle, à propos de la Grèce, bien sûr, pour elle, la Grèce, si elle sort de la zone euro, finalement, c'est pas si grave. Ça change. C'est un discours qui change par rapport à il y a 2-3 ans. Alors, c'est pas si grave, oui, parce que actuellement, ce qu'on note, c'est que les rendements obligataires en Espagne et en Italie se sont fortement détendus. Vous savez qu'il y a 4-5 ans, le gros problème, c'était qu'il y a un effet de domino, c'est-à-dire que la Grèce sort, qu'après l'Espagne soit touchée, l'Italie soit touchée, le Portugal, l'Irlande. L'espèce de contagion qu'il n'y a absolument pas actuellement. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est jusqu'au scrutin fin janvier, il y aura beaucoup de déclarations dans tous les sens. Certaines seront positives, certaines seront négatives. De toute façon, le parti d'extrême gauche, même s'il regagne les élections, il devra s'allier avec le centre. Vous avez vu qu'il y a certaines déclarations du parti d'extrême gauche où il disait qu'il voulait rester arrimé à l'euro, parce qu'on sait très bien que si on passe à la drachme, c'est un cataclysme pour la Grèce. Je pèse bien les mots, c'est un cataclysme, parce qu'il y aurait une baisse de l'ordre de 10 à 15% du PIB, alors que le PIB est positif pour l'instant. Il y aurait une hyperinflation de l'ordre de 35%. Il y aurait un effondrement du système bancaire, il y aurait des faillites dans tous les sens. Donc la Grèce n'a aucun intérêt à sortir de la zone euro. Alors, pour la zone euro, on parle de la Grèce, de la Lituanie, c'est pas des poids lourds de la zone euro. Non, ce ne sont pas des poids lourds, et si vous voulez, la zone euro va mieux. Mais ce qu'a envie de dire la Grèce, vous savez qu'en Allemagne, je vais revenir rapidement à l'Allemagne, en 1953, il y a eu un traité de Londres, et à Londres, les Allemands étaient étranglés par une dette énorme issue de la guerre. Et comme on avait eu peur, après la guerre, qui est le même parallèle qu'après la guerre 14-18 où l'Allemagne, on sait ce qu'il y avait eu avec le nazisme, on a fait en sorte de réduire fortement la dette allemande de 50% et de réduire fortement les taux d'intérêt. Ouais. Et c'est à mon avis le jeu qu'a envie de faire le parti d'extrême gauche avec l'Allemagne en ce moment, en disant attendez, nous, si on remonte au pouvoir, faites ce qu'on avait fait pour vous en 1953, puisqu'en 1953, la Grèce avait œuvré pour que l'Allemagne voie une réduction de sa dette. Voilà. Donc il y a peut-être un petit jeu politique autour de ça. Ouais. Un mot d'ailleurs, Eric, sur l'euro aussi, justement. $1,1964 ce matin pour l'euro, un plus bas en 9 ans.
Votre avis ? Écoutez, c'est assez logique, mais d'une certaine façon, cela fait du bien à la zone euro, parce qu'à part l'inflation importée liée au pétrole, il y a beaucoup de secteurs qui profitent. Vous avez le luxe, vous avez notamment l'aéronautique, qui sont des secteurs qui profitent, et vous verrez que dans les résultats des entreprises, et sur le 4e trimestre 2014 et sur le 1er trimestre 2015, si on continue comme ça, eh bien, la faiblesse de l'euro est plutôt une bonne chose, ça donne des parts de marché aux exportateurs, donc il ne faut pas être trop négatif sur cette baisse de l'euro. Il y a peut-être, c'est vrai, un mouvement de défiance, mais ça fait quand même du bien à nos exportateurs. Je rappelle qu'il y a quand même 6 mois, on était à 1,38 sur l'euro, et vous aviez beaucoup de commentateurs qui disaient attention, l'euro est trop fort. Ouais, surtout pour la France, c'est bon. Un mot quand même sur le Club Med, la transaction, la saga de toute l'année, ça a duré très longtemps ces discussions. Finalement, c'est un Chinois qui s'empare du groupe. Il a bien du courage. Ça a duré 18 mois. La première opération était à 17 €. Elle se termine à 24,60 €. Moi, j'ai envie de dire que le grand gagnant n'est pas le Chinois, mais Andrea Bonomi, l'Italien, qui va sortir avec une belle plus-value. Pourquoi ? Parce que le Club Med est dans une position assez délicate. Sur les 5 dernières années, ils ont perdu plus de 30 millions d'euros. Il y a eu simplement 2 exercices bénéficiaires. Alors, il y a la stratégie de montée en gamme d'Henri Giscard d'Estaing vers le haut de gamme, qui pour l'instant ne marche pas. Donc moi, je vais vous dire, je trouve que c'est quand même de la part de Fosun payé extrêmement cher, et j'attends de voir vraiment les premières mesures stratégiques. Je suis un peu dubitatif sur le modèle du Club Med, pour tout vous dire actuellement. Merci beaucoup Eric Levin d'avoir été avec nous. Allez, second dossier du jour, le budget 2014 de l'autorité palestinienne s'élève à 4,2 milliards de dollars. Un cinquième est consacré aux salaires, aux retraites des fonctionnaires, et les 2/3 de cette somme sont financés par les taxes prélevées par Israël, 127 millions de dollars par mois. Autant dire que la décision ce week-end d'Israël de geler le transfert de ces taxes est un coup dur pour Ramallah, une réponse à la volonté palestinienne d'adhérer à la Cour pénale internationale. Anthony Lesme. L'autorité palestinienne a choisi la confrontation avec l'État d'Israël et nous n'allons pas rester assis les bras croisés. Un nouveau bras de fer oppose Binyamin Netanyahou à Mahmoud Abbas. Quelques jours seulement après l'échec de la résolution palestinienne à l'ONU, Ramallah a demandé son adhésion à la Cour pénale internationale. Une demande condamnée par Israël. Chaque fois que les Palestiniens violent leurs engagements de base, ce qu'ils ont pris à Oslo, et qu'ils engagent des mesures unilatérales, Israël réagira. Israël a donc décidé samedi dernier de geler le transfert mensuel de 106 millions d'euros de taxes collectées pour le compte de l'autorité palestinienne. Une somme conséquente qui représente les 2/3 des recettes budgétaires propres de Ramallah. En échange de cet argent, les dirigeants palestiniens et le peuple palestinien ne renonceront pas à leurs principes de base, le droit d'être libre et indépendant, le droit au retour, ainsi que celui d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Netanyahou avait déjà bloqué le transfert de ces taxes fin 2012 pendant 4 mois. C'était en réponse à l'adhésion de la Palestine comme membre observateur à l'ONU. Barack Obama avait convaincu le Premier ministre de reprendre les négociations de paix et d'abandonner le gel. Aujourd'hui, la situation est différente, puisque les États-Unis ont eux aussi condamné les Palestiniens pour leur demande d'adhésion à la CPI. L'administration américaine est également en concurrence avec le gouvernement d'occupation, puisqu'ils nous ont annoncé qu'ils ne nous enverront pas d'aide financière. Cela ne brisera pas la détermination des dirigeants et du peuple palestinien. Washington a menacé de couper ses aides annuelles qui atteignent les 400 millions de dollars. Une difficulté supplémentaire pour les finances palestiniennes qui atteignent déjà les 2 milliards de dollars de dettes. Reste que cette menace, comme les autres, ne semble pas faire fléchir Mahmoud Abbas. Il entend revenir devant l'ONU avec le même projet de résolution rejeté fin décembre. Un projet qui prévoit sous 3 ans l'indépendance palestinienne. Voilà, un bras de fer bien entamé. Et on va passer au Media Watch. Et un nouveau venu dans le trio de tête des fabricants mondiaux de smartphones, Samsung, le coréen, Apple, le californien et un chinois, troisième. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Xiaomi, c'est du sérieux. Oui, en 2014, Xiaomi a réalisé un chiffre d'affaires avant impôt de plus de 74 milliards de yuan. Ça représente environ 12 milliards de dollars. C'est 135% de plus qu'en 2013. Une hausse qui s'explique principalement grâce à l'augmentation de ses ventes de smartphones qui ont triplé pour atteindre 61 millions d'appareils écoulés. Alors, quelle est la recette de ce succès ? Eh bien, en fait, la stratégie de Xiaomi, c'est de pratiquer les prix plus bas que ses concurrents, entre 150 et 300 dollars pour un smartphone, alors que c'est souvent le double pour Apple ou pour Samsung. Le problème, c'est que les marges du fabricant de téléphones sont donc plus faibles, donc reste à voir si cette technique fonctionne à long terme. On revient, Johanna, sur la polémique en France. Thomas Piketty qui refuse la Légion d'honneur. Oui, pour l'économiste Thomas Piketty, ce n'est pas le rôle du gouvernement de décider qui est honorable. En revanche, il ferait bien de se consacrer à la relance de la croissance en France et en Europe, a-t-il ajouté. Eh bien, ce matin, lors de sa grande interview sur France Inter, le président français lui a répondu. Il a expliqué respecter son choix, mais en même temps penser à la fierté de ceux qui reçoivent cette distinction et qui vont la garder
regarder. En réalité, ça fait un petit moment que les deux hommes sont en froid puisque lors de la dernière campagne, eh bien, Thomas Piketty avait appelé à voter pour François Hollande, mais à peine élu, le nouveau président avait enterré le projet de réforme fiscale que l'économiste avait concocté spécialement pour lui. Un peu de rancœur peut-être. Et d'ailleurs, au même moment, c'est un certain Bill Gates qui a répondu à Thomas Piketty. Oui, pas au sujet du refus de la Légion d'honneur, mais au sujet de son livre Le Capital au XXIe siècle, qui s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires et qui prône un impôt mondial sur la fortune pour corriger les inégalités. Eh bien, lors d'un congrès ce dimanche, Bill Gates s'est adressé à Thomas Piketty en lui disant qu'il adorait son livre, mais qu'il ne tenait pas à payer davantage d'impôts. Et c'est plutôt compréhensible puisqu'à ce jour, aucun homme n'a versé autant d'argent au fisc que lui, en tout plus de 6 milliards de dollars. Ouais, ça fait pas mal. Merci Johanna, et toute l'équipe vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, des petits gâteaux qui sont censés apparaître sur les écrans. Voilà, c'est chose faite. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain sur i24 News. L'industrie du cinéma notamment au programme. Restez avec nous, l'info continue.